Nous allons explorer aujourd'hui l'histoire de la conjecture de Fermat. Notre histoire commence en Europe, en France plus précisément. Pierre de Fermat est né à Beaumont-de-Lomagne. Après ses études en droit, il a soutenu sa thèse à Orléans et travaillé en tant qu'avocat à Bordeaux. Il a ensuite passé sa vie à Toulouse, d'où, en parallèle de sa charge de magistrat, il a communiqué avec les mathématiciens de son époque, à Paris, Londres, Oxford, Leyde. Ce sont les lettres qui ont été retrouvées qui sont la mémoire de ses recherches. Intéressons-nous à ces lettres. Lettre de Fermat à André Jumeau. Mon révérend père, pour rendre l'épreuve plus honorable, ainsi qu'il le dit, en choisissant des problèmes plus difficiles, voici ceux que je propose. Trouver un triangle rectangle en nombre, tel que son aire soit carré. Trouver deux bicarrés dont la somme soit un bicarré, ou deux cubes dont la somme soit un cube. Trouver trois carrés formant une progression arithmétique dont la raison soit aussi un carré. En des termes modernes, on écrirait l'équation sous la forme résoudre x cube plus y cube égale z cube ou x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 4 avec x, y et z entiers. On a trouvé la preuve du théorème pour l'exposant 4 écrite par Fermat lui-même. On ignore en revanche s'il avait une preuve dans le cas des cubes. Lettre de Fermat à Mersenne. Dans sa lettre à Mersenne, il parle des problèmes qu'il a envoyés à Frénicle. Pour savoir si M. Frénicle ne procède point par table, proposez-lui. Trouver un triangle rectangle duquel l'aire soit un nombre carré. Trouver deux carrés carrés desquels la somme soit carré carré. Trouver quatre carrés en proportion arithmétique continue. Trouver deux cubes desquels la somme soit cube. S'il vous répond jusqu'à un certain nombre de chiffres, il a éprouvé que ces questions ne trouvent point de solution. Assurez-vous qu'il ne procède point par table. La lettre de Wallis à Digby, de 1657, fait référence au problème de Fermat. S'y est-il seulement essayé? Si c'est le cas, il n'en fait pas la mention et prétexte d'autres occupations. Mais ce que je veux faire comprendre est seulement ceci que, ne pouvant m'occuper également de tous les sujets, je m'attache de préférence à ceux qui me séduisent davantage et me semblent avoir une utilité, tandis que je laisserai aux autres ce qui peut leur plaire au contraire qu'à moi. Ainsi, les uns et les autres pourront jouir chacun de son domaine. Ce sera ma réponse aux questions qu'il propose maintenant. Par exemple, partager un nombre cube en deux cubes rationnels, et partager un nombre, somme de deux cubes, en deux autres cubes rationnels. Comme on l'a vu, les lettres précédentes ne mentionnent pas l'exposant n. Il semble que Fermat se soit contenté de présenter les résultats pour l'exposant 3 et 4. Il faudra attendre la publication posthume des notes de son Diophante pour que la conjecture soit dévoilée dans toute sa généralité. En effet, c'est en page 61 qu'on peut trouver sa conjecture en latin. Un cube ne peut être décomposé en somme de deux cubes, un bicarré ne peut être décomposé en somme de deux bicarrés, et ainsi de suite pour tous les exposants. C'est peut-être sa preuve merveilleuse dont la marge est trop petite pour la contenir, le passage surligné, qui rendit ce problème célèbre auprès des mathématiciens pour les 350 prochaines années. Après la preuve de Fermat pour l'exposant 4, il faudra attendre plus d'une centaine d'années pour obtenir des progrès significatifs au sujet de sa conjecture. Euler n'a pas pu prouver le cas général et il a été rapporté qu'il aurait demandé à un ami de fouiller la maison de Fermat à la recherche d'indices sur ses démonstrations. Il a prouvé en revanche que l'équation x cube plus y cube égale z cube n'admet pas de solution entière. Je vais présenter une seule partie de la preuve en omettant certains détails. Elle est très calculatoire et je recommande à ceux qui souhaitent l'approfondir de le faire à l'aide d'un livre. Euler commence par le changement de variable x plus y égale 2a, x moins y égale 2b. Avec un peu d'algèbre, l'équation devient z cube égale 2a fois a carré plus 3b carré. Si l'on fait l'hypothèse que PGCD de a carré plus 3b carré est 1, mécaniquement, 2a doit être un cube, a carré plus 3b carré aussi. Écrivons-les R et S. Une propriété fondamentale et non triviale à prouver est que S doit aussi être de la forme u carré plus 3v carré avec PGCD de u et v égale 1. On réécrit alors A sous la forme u fois u carré moins 9v carré et b
égale 3v fois u carré moins v carré. Puisque r cube est égal à 2a, on obtient, après factorisation de l'équation, r cube égale 2u fois u moins 3v fois u plus 3v. On peut prouver que ces trois termes sont premiers entre eux. Ce sont donc des cubes. Par ailleurs, il est évident que cette somme est nulle. On obtient alors une nouvelle somme de cubes égale à 0. On peut prouver qu'elle est plus petite, en un sens à préciser, que la première. L'argument de descente infinie de Fermat peut alors être appliqué. Une trentaine d'années après la preuve de l'air, c'est Sophie Germain qui attaqua la conjecture de Fermat dans toute sa généralité. Sophie Germain part de l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n et l'étudie modulo q. Q, supposé premier, sera appelé l'auxiliaire. L'intérêt de cette étude est que, s'il existe une solution en toute généralité, il existera une solution modulo q. En revanche, si l'on peut prouver qu'il n'existe pas de solution modulo q, on prouvera qu'il n'existe pas de solution tout court. Il suffit alors de trouver le bon auxiliaire. C'est à partir de cette étude qu'elle démontra les résultats suivants. Étant donné un nombre premier q, x puissance p plus y puissance p congru à z puissance p modulo q a une solution, avec q ne divisant ni x, ni y, ni z, si et seulement si x puissance p plus 1 congru à y puissance p modulo q a une solution. Si p est un nombre premier tel que 2p plus 1 soit un nombre premier, alors une solution de x puissance p plus y puissance p égale z puissance p doit avoir l'un de ses membres divisible par 2p plus 1. Et enfin, son théorème, du moins la version simplifiée du théorème pour lequel elle est connue, si p est un nombre premier tel que 2p plus 1 soit un nombre premier, alors une solution de x puissance p plus y puissance p égale z puissance p doit avoir l'un de ses membres divisible par p. Sophie Germain en savait en vérité beaucoup plus, et son approche du grand théorème de Fermat sera détaillée dans des épisodes dédiés. Il est temps pour nous d'avancer de 10 ans pour étudier les relations de Barlow, dont il semblerait d'ailleurs que Sophie Germain les avait déjà démontrées. Afin de nous intéresser aux relations de Barlow, supposons dès maintenant que l'exposant n est premier. On remarque d'abord que si D était un diviseur des trois termes d'une solution, on pourrait écrire l'équation comme ceci et trouver une autre solution. En répétant la procédure, on peut donc supposer qu'on a une solution dont le PGCD des trois termes est égal à 1. Alors réécrivons l'équation comme ceci, en faisant passer le x de l'autre côté, et quitte à renommer les termes, on l'écrira de cette manière-là, x puissance n moins y puissance n égale z puissance n. Alors on fait l'hypothèse supplémentaire que n ne divise aucun des membres d'une solution hypothétique. On factorise l'équation par y comme ceci. Et on multiplie par 1 sur 1 moins x sur y. Et on reconnaît ici la somme des termes d'une suite géométrique. Alors si on remplace cette somme par sa version développée, on obtient l'équation sous cette forme. Et avec un petit peu d'algèbre, on va pouvoir la simplifier davantage afin de l'écrire y moins x fois une somme géométrique égale z puissance n. Alors on appelle P le plus grand commun diviseur de x moins y et de la partie géométrique. Alors mécaniquement, P divise x moins y, on peut écrire cela x congru à y modulo P. Gardons-le dans un coin de notre tête. Maintenant, supposons que P divise x. Que se passerait-il? On aurait x congru à 0 modulo P. Il en dirait de même pour y, d'après l'équation qui s'affiche en jaune. Et d'après l'hypothèse de Fermat, il en irait de même pour z. Et on trouverait alors P comme un diviseur de x, y et z, ce qui est impossible. Donc P ne peut pas diviser x. Et de la même manière, il ne peut diviser ni y ni z. Intéressons-nous maintenant à la partie géométrique modulo P. D'après l'équation x congru à y modulo P, on peut la simplifier, c'est tout simplement congru à n fois x puissance n-1 modulo P. Et en particulier, en vertu de ce que nous avons vu, cette congruence est non nulle. Donc nous avons vu que si P divise x moins y, P ne peut pas diviser la partie géométrique. On en déduit que le plus grand commun diviseur de ces deux quantités
est 1, et donc que ces deux quantités sont des puissances de n, et en particulier x moins y s'écrit r puissance n. C'était précisément les relations de Barlow. Alors si l'on nommait l'hypothèse que n ne divise pas x, y et z, on a quelques cas supplémentaires, et Barlow a résumé ces 4 cas ici. Le XIXe siècle semble gagné par l'effervescence autour du théorème de Fermat. Les grands mathématiciens de l'époque s'y attaquent et l'Académie des sciences propose même un prix de 3000 francs. En revanche, les résultats sont rares. Les années qui suivent permettent d'obtenir plus de cas particuliers en suivant une méthode similaire à celle introduite par Euler une trentaine d'années plus tôt. Dirichlet a traité en 1825 le cas de l'exposant 5. Si x puissance 5 plus y puissance 5 égale z puissance 5, on peut prouver que 5 ne divise aucun des membres de la solution. Écrivons-le comme ceci. Dirichlet traite alors le cas plus général de l'équation écrite comme ceci. Ensuite, il effectue une factorisation identique à celle que nous avons vue dans la preuve faite par Euler. Selon que ces deux termes sont premiers entre eux, on pourra considérer qu'ils sont des puissances de 5. Il poursuit ensuite avec une démarche analogue à celle d'Euler, un peu plus complexe. Il y a notamment plus de cas à traiter et les expressions impliquées sont plus lourdes. Mais là encore, la preuve se termine par un argument de descente infinie. Les années qui vont suivre verront d'autres preuves pour différents exposants. Dirichlet, 7 ans plus tard, traitera le cas de l'exposant 14. On peut être surpris qu'il apparaisse avant l'exposant 7, mais la preuve en est beaucoup plus simple. Elle tient en quelques pages, tandis que celle de Lamé, qu'il faudra attendre 7 ans pour l'exposant 7, est bien plus longue, une vingtaine de pages. Toutes ces preuves font appel à des arguments similaires, des factorisations de plus en plus complexes, des opérations algébriques et une descente infinie. Mais aucune généralité ne semble émerger de toutes ces preuves. L'avancée de Kummer fut monumentale. Elle prouve le théorème de Fermat dès lors que l'exposant est un nombre premier dit régulier. Une idée à la mode à l'époque était la factorisation suivante de la somme des deux puissances, où ρ est une racine de l'unité, e puissance 2i sur n par exemple. Si l'on pouvait dire que tous les termes x plus ρ puissance i, y étaient premiers entre eux, on pourrait peut-être reproduire une descente infinie, comme on l'a vu pour les exposants particuliers. Mais est-ce si simple? Prenons par exemple le cas des entiers naturels auxquels on ajoute racine de 3. Le produit 5 plus racine de 3 fois 5 moins racine de 3 est aussi égal à 2 fois 11. On voit bien que l'unicité de la décomposition en produit de facteurs premiers peut être perdue dès lors qu'on quitte le seul domaine des entiers. De plus, 1 plus ρ plus ρ carré jusqu'à ρ puissance n moins 1 est une suite géométrique bien connue dont la somme vaut 0. Ceci peut poser une difficulté supplémentaire. Les nombres peuvent être représentés de différentes façons dès lors qu'on y adjoint une racine de l'unité. Le génie de Kummer fut de lier les propriétés de factorisation des nombres premiers à la fonction de zeta. L'identité d'Euler était déjà connue et, d'une certaine manière, il l'a généralisée. La fonction de zeta est intimement liée au nombre de Bernoulli. En effet, sa valeur aux entiers pairs positifs peut s'écrire comme ceci. Et les B de K sont les nombres de Bernoulli. Une de leurs propriétés est qu'ils sont rationnels. Alors avec cette définition en tête, le théorème de Kummer s'énonce comme ceci. Le théorème de Fermat est vérifié si P ne divise pas le numérateur des nombres P2, P4 jusqu'à Bp-3. Pourquoi les nombres de Bernoulli? Pourquoi la fonction de zeta? Tout tourne autour d'une autre façon de voir l'identité d'Euler, beaucoup plus profonde. Cette approche a conduit à une étude poussée de ce que nous appelons aujourd'hui les entiers algébriques. Entrer dans les définitions, sans même parler des résultats, serait déjà bien trop long pour cette vidéo malheureusement. C'est ici que s'arrête la première partie de l'histoire du théorème de Fermat. Prenons un peu de recul pour voir la somme des résultats accumulés au cours des 200 premières années de la vie de cette conjecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai résumé à outrance bien des preuves et j'ai pris des raccourcis pour présenter différents résultats. J'espère que le spectateur me pardonnera. Si, toutefois, vous souhaitez aller plus loin, les ouvrages affichés ici permettront d'explorer les sujets avec toute la rigueur qu'ils méritent. Le livre de Edwards, en particulier, contient un traitement complet du théorème de Kummer. Les liens vers ces livres sont en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout
Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous.